Le matin du 5 décembre 2025 s'est ouvert pour la ville ukrainienne de Myrnograd, dans la région de Donetsk, comme la reprise d'un scénario déjà gravé en lettres sombres dans l'histoire de cette guerre. La cité, située à 20 km au nord-est de Pokrovsk, ancien pivot logistique majeur des forces armées ukrainiennes, s'est retrouvée prise dans un encerclement opérationnel total par les forces russes. 2000 militaires ukrainiens, parmi lesquels un bataillon de la mythique 79e brigade indépendante d'assaut aéroporté, l'une des unités les plus aguerries de l'armée ukrainienne, se sont retrouvés otages d'une décision politique qui avait déjà coûté à l'armée ukrainienne des milliers de vies et des unités entières à Marioupol au printemps 2022. Cette fois encore, l'histoire se rejoue avec une exactitude terrifiante. L'anneau d'acier s'est refermé, les voies de ravitaillement ont été tranchées, les tentatives de dégagement ont échoué, mais l'ordre de repli des troupes n'a toujours pas été donné. Le président Zelensky, malgré le rapport du commandant en chef Syrski et 117 tentatives infructueuses de briser l'encerclement depuis l'extérieur, a pris une décision politique: conserver la ville à tout prix. Parce que le symbole pèse davantage que les vies, parce qu'admettre la défaite paraît plus dangereux que la mort de 2000 hommes. Pour saisir comment la tragédie de Myrnograd s'est construite, il faut remonter un mois en arrière, au début de novembre 2025, lorsque les forces russes ont lancé l'assaut final sur Pokrovsk. Cette ville, qui comptait 60 000 habitants avant la guerre, n'était pas un point quelconque sur la carte. Pokrovsk constituait un carrefour logistique essentiel des forces armées ukrainiennes dans le secteur de Donetsk, par lequel transitaient les principales routes de ravitaillement des groupements ukrainiens à Toretsk, Chassiv Yar, Selidov et, bien entendu, à Myrnograd. Voies ferrées, axes routiers, lignes de communication, tout convergeait vers Pokrovsk. Et lorsque, le 28 novembre, les troupes russes ont hissé leur drapeau au centre de la ville, ce n'était pas seulement une réussite tactique. C'était un tournant stratégique majeur qui a transformé l'ensemble du groupement ukrainien au nord de Pokrovsk en une langue s'enfonçant profondément dans les positions russes, configuration classique d'encerclement que tout officier d'état-major identifie d'un seul coup d'œil sur une carte. Myrnograd, situé à 20 km au nord-est de Pokrovsk, après la perte de ce nœud logistique, s'est retrouvé dans une posture critique. La ville, qui avant la guerre portait le nom de Dimitrov et comptait environ 40 000 habitants, s'est muée en saillant, terme militaire désignant un segment du front qui s'avance vers l'ennemi. De tels saillants ne restent défendables que tant que les troupes disposent de voies de ravitaillement sûres et d'une possibilité de repli. Mais une fois Pokrovsk tombé, le saillant de Myrnograd s'est changé en piège. La seule route reliant la ville aux positions ukrainiennes principales passait par la localité d'Oudachne. Et c'est précisément cet axe que les forces russes ont placé sous contrôle de feu dès le 30 novembre, seulement 2 jours après la prise de Pokrovsk. Le commandement russe, ayant parfaitement perçu la vulnérabilité du groupement de Myrnograd, a mis en œuvre la tactique classique des tenailles, une progression depuis le nord et le sud visant non pas l'assaut direct des positions fortifiées, mais la coupure des voies de retrait et d'approvisionnement. Du nord avançaient des éléments de la 4e division de chars de la 1re armée blindée, appuyés par l'artillerie et des systèmes de lance-roquettes multiples Tornado et Grad. Du sud poussaient des unités de la 5e armée interarmes, soutenues par l'aviation d'attaque Su-25 et les hélicoptères Ka-52. Le 2 décembre, les branches nord et sud de ces tenailles ont atteint la localité de Khodivka, située à 7 km à l'ouest de Myrnograd, dernier point par lequel il était encore théoriquement possible d'évacuer la garnison. Et le 4 décembre, à 14h20, heure locale, le renseignement ukrainien a signalé la jonction des unités avancées russes dans la zone de Khodivka. Les tenailles se sont alors définitivement fermées. Myrnograd est devenue une île isolée au cœur des positions russes. Toute tentative de ravitaillement, colonne de munitions, de nourriture, de médicaments, impliquait désormais de forcer un anneau de feu dense sous les frappes de l'artillerie, des missiles antichars Kornet et des avions. Les couloirs d'évacuation des blessés se sont retrouvés sous un feu continu.
La ville s'est changée en ce que les militaires nomment un chaudron, un groupement encerclé, coupé de ses forces principales, privé d'approvisionnement et de liberté de manœuvre. Et dans ce chaudron se trouvaient 2000 militaires ukrainiens. Il est essentiel de le préciser. À Mirnograd ne se trouvaient pas des unités choisies au hasard, ni des réservistes mobilisés à la va-vite et envoyés en première ligne. Environ 2000 militaires ukrainiens se sont retrouvés pris dans l'encerclement, dont le noyau était formé par un bataillon de la 70e brigade indépendante d'assaut aéroporté, l'une des unités les plus redoutées et respectées des forces armées ukrainiennes. Cette 79e brigade, cantonnée en temps de paix à Mykolaïv, a pris part à toutes les opérations majeures de ce conflit, à la défense de Kiev en février-mars 2022, à l'offensive près de Kharkiv à l'automne 2022, puis à la boucherie de Bakhmout au printemps 2023. Il s'agissait de militaires de carrière, rompus à une guerre moderne de haute intensité, maîtrisant la coopération avec les systèmes d'armement de l'OTAN, dotés d'une préparation solide et d'un moral élevé. En plus de la 79e brigade, la garnison de Mirnograd comprenait des éléments de la 24e brigade mécanisée indépendante, des détachements de la 95e brigade indépendante d'assaut aéroporté, ainsi que des unités d'artillerie et de défense territoriale. Ce dispositif formait un groupement cohérent, capable d'organiser une défense solide et de lancer des contre-attaques. Mais toute cette puissance de feu reposait entièrement sur un flux continu de munitions, de vivres et de carburant, flux qui a été brutalement interrompu. La disparition de 2000 combattants de ce niveau pour les forces armées ukrainiennes ne représente pas simplement une statistique dans un communiqué. C'est, comme l'a résumé un analyste militaire ukrainien dans un échange privé ultérieurement divulgué, l'écrasement du noyau aguerri de l'armée. Chacun de ces 2000 hommes peut jouer le rôle d'instructeur pour former de nouvelles recrues. C'est un officier capable d'orchestrer les tirs d'artillerie avec l'avancée de l'infanterie. C'est un tireur de missiles anti-chars en mesure de neutraliser un char dès la première salve. C'est un sapeur en état d'ouvrir un passage dans un champ miné sous le feu. La disparition de ce type de cadre creuse une brèche dans la défense impossible à colmater. Car un combattant expérimenté ne se remplace pas, il se forme, et cela réclame des années et des conditions qui font défaut. Au soir du 5 décembre, l'espace médiatique ukrainien se fracture en deux univers parallèles qui coexistent sans jamais se rencontrer. La première réalité est celle de l'officialité. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le général Oleksandr Syrski, lors d'un briefing à destination de la presse occidentale, évoque la défense héroïque des positions dans le secteur de Pokrovsk, la stabilisation de la ligne de front et l'infliction de pertes sévères à l'ennemi. Le service de presse de l'état-major publie des bulletins sur la conservation de localités clés et la mise en échec des attaques adverses. Le canal institutionnel du bureau du président diffuse des interviews de soldats décrivant avec emphase un moral élevé et la détermination à tenir la ligne jusqu'à la victoire. Le sort de Mirnograd n'y est pas mentionné une seule fois. La ville est effacée des rapports officiels comme si elle n'existait plus. C'est un déni assumé de la réalité pour préserver l'image, une stratégie qui ne fonctionne que jusqu'au moment où les faits percent le rideau informationnel. La seconde réalité se vit à l'intérieur du chaudron. Dans les groupes fermés de la 70e brigade sur Telegram, dans les discussions des familles de militaires, dans les échanges entre journalistes et sources en première ligne, ne résonne qu'un appel au secours. Nous sommes encerclés. Les munitions s'épuisent. Aucun ravitaillement depuis 4 jours. Les blessés ne sont pas évacués. Quand donnera-t-on l'ordre de percer? Tel est le contenu d'un message publié sur la page de la 70e brigade dans la soirée du 4 décembre, puis effacé 1 heure plus tard à la demande du SBU. On nous a abandonnés. Ils avaient promis de l'aide. Elle n'est jamais venue. Ils avaient promis une percée. Aucun ordre. Nous mourrons ici pour un symbole dont personne n'a besoin, confiait un combattant encerclé dans un message audio adressé à sa femme, qu'elle a ensuite transmis à un journaliste du Washington Post. Le moral s'effondre. Les combattants, qui se déclaraient encore prêts il y a 4 jours à se battre jusqu'au bout,
commencent à poser des questions auxquelles personne ne peut répondre. Pourquoi défendre une ville qui a perdu toute valeur stratégique? Pourquoi mourir ici, alors qu'un repli pour organiser une nouvelle ligne de défense serait possible? Pourquoi sacrifier 2000 soldats chevronnés pour que le bureau du président puisse répéter « Mirnograd tient ». Les correspondants occidentaux en contact avec les militaires ukrainiens décrivent une pénurie aiguë de munitions. Selon certaines estimations, les stocks d'obus de mortier de 120 mm ne dépassent pas 20% du niveau requis. Un manque de vivres, les rations réduites à 2 repas quotidiens et l'impossibilité d'évacuer les blessés. Plus de 200 soldats nécessitent une hospitalisation, mais les hélicoptères ne peuvent traverser le dense dispositif de défense aérienne russe. Et tout cela se déroule dans l'attente d'un ordre de retrait qui ne vient pas. La situation atteint un point de rupture le soir du 3 décembre, lorsque le commandant en chef Syrski présente au président Zelensky un rapport sur l'état du groupement de Mirnograd. D'après des informations provenant de sources au sein de l'état-major, ce document comporte plusieurs éléments clés. Premièrement, Mirnograd se trouve en encerclement opérationnel complet depuis 14h20 le 4 décembre, les voies de ravitaillement étant coupées et les routes d'évacuation sous le feu permanent de l'ennemi. Deuxièmement, depuis le début de l'encerclement, le commandement ukrainien a tenté 117 percées de l'extérieur, en engageant des réserves venues d'autres secteurs du front. Toutes ont échoué, au prix de plus de 800 morts et blessés et de 34 blindés perdus, dont 12 chars et 22 véhicules de combat d'infanterie. L'adversaire a mis en place une défense en profondeur sur l'anneau extérieur, un double anneau classique, où un cercle intérieur contient la garnison encerclée, tandis qu'un autre repousse les tentatives de déblocage. Troisièmement, les réserves de munitions de la garnison encerclée sont tombées à un niveau critique et, au rythme actuel des combats, ne permettront pas de tenir plus de 72 heures. Quatrièmement, l'état moral des troupes encerclées se dégrade avec l'apparition de cas de désobéissance aux ordres et de demandes d'autorisation de percées autonomes. Cinquièmement, la vie professionnelle de l'état-major est le suivant. Il est indispensable de donner immédiatement l'ordre de percer aux unités restantes de Mirnograd. Une sortie coordonnée vers l'ouest, sous couverture d'artillerie et d'aviation, synchronisée avec un assaut de déblocage venu de l'extérieur, pourrait permettre de sauver 60 à 70% des effectifs, malgré des pertes lourdes, l'alternative étant l'anéantissement total de la garnison. La réponse attribuée au président Zelensky par ces mêmes sources est courte et catégorique. Tenir la ville jusqu'au bout, ne pas autoriser le retrait. La logique de ce choix ne relève pas de la stratégie militaire, mais d'un calcul politique, dicté par un dirigeant pour qui l'image médiatique prime sur la réalité du champ de bataille. Ordonner la retraite depuis Mirnograd reviendrait à reconnaître une défaite, admettre que les forces russes ont encerclé et contraint une garnison ukrainienne à se replier, offrant ainsi à Moscou un prétexte informationnel pour proclamer la prise de la ville et l'encerclement des troupes adverses. Ce serait également entacher la crédibilité du haut commandement aux yeux de partenaires occidentaux déjà épuisés par une guerre interminable et en quête de résultats tangibles. Pour Zelensky, le symbole l'emporte sur les vies humaines. Mirnograd doit tenir, non parce que la position conserve une pertinence militaire, mais parce qu'elle permet de marteler « nous ne reculons pas, nous tenons nos positions ». Même si ces positions se transforment en fosses communes pour 2000 soldats. Pour quiconque suit le conflit depuis le printemps 2022, le récit de Mirnograd réveille un douloureux sentiment de déjà-vu. Car tout cela s'est déjà produit. Les mêmes choix, les mêmes ordres, le même dénouement tragique. Mariupol, printemps 2022. Ville portuaire sur la mer d'Azov, point d'appui stratégique et pivot de la défense du Donbass. Les forces russes encerclent la cité début mars, coupent les axes de ravitaillement et entament la destruction méthodique de la garnison. Dans la ville se trouve le régiment Azov, des unités de la 36e brigade de marines indépendantes et des éléments de la garde nationale, soit environ 4000 militaires ukrainiens enfermés dans la NAS.
Kiev promet de l'aide, promet une percée, promet des convois de ravitaillement, rien n'arrive. Les opérations de déblocage échouent tour à tour, les stocks diminuent, les blessés meurent faute de soins, tandis qu'un seul mot d'ordre continue de descendre de la capitale. Tenir jusqu'au bout. La conclusion est connue. Le 16 mai 2022, les derniers défenseurs de Marioupol, retranchés dans le complexe d'Azovstal, déposent les armes et partent en captivité. Environ 2500 militaires deviennent prisonniers des Russes, des centaines sont tués dans les derniers jours de résistance et la ville est littéralement rasée. Pourtant, le commandement ukrainien parle d'une défense héroïque ayant fixé d'importantes forces ennemies. En décembre 2025, le même scénario se rejoue à Mirnograd. Les mêmes unités d'élite prises au piège, les mêmes instructions de tenir jusqu'au bout, les mêmes promesses d'aide qui ne se matérialisent pas, le même refus obstiné de donner l'ordre de repli sous prétexte que la politique impose aux militaires des objectifs irréalisables. Et le même aboutissement, déjà perceptible, pour les soldats encerclés, il ne reste que deux issues, la captivité ou la mort. Privés de ravitaillement, de munitions et d'espoir de déblocage, ce choix ne relève plus du courage, mais uniquement du temps qui reste. Le commandement ukrainien semble incapable d'intégrer la leçon de Marioupol, Lysychansk, Bakhmout, Avdiivka, toutes ces villes où la politique a exigé de tenir la position jusqu'au point de rupture, jusqu'au moment où les pertes deviennent insoutenables et où la retraite se mue en débâcle sous le feu. Chaque fois, on présente cela comme une défense héroïque, une fixation des forces adverses ou l'exécution de la mission. Mais derrière ces formules de propagande se cachent des milliers de morts, de blessés et de prisonniers qui auraient pu être épargnés si les décisions avaient obéi à la logique militaire plutôt qu'à l'intérêt politique. À vrai dire, la tragédie de Mirnograd ne résulte pas uniquement d'une intrusion du politique dans le domaine militaire. Elle illustre aussi la maîtrise tactique des forces russes, dont l'efficacité se manifeste avec une régularité inquiétante depuis le début de la guerre. Le schéma d'encerclement appliqué à Mirnograd se répète inlassablement. Étape 1. Repérer un saillant. Portion du front qui s'avance vers les lignes russes et présente des flancs exposés. Mirnograd est devenu ce saillant après la chute de Pokrovsk. Étape 2. Frapper les flancs, non par un assaut frontal des positions fortifiées, mais par un contournement nord et sud pour couper les voies de ravitaillement et de retrait, en recourant massivement à l'artillerie, obusiers de 150 mm 2A65 Mesta B, pièces de 203 mm 207 et Malka, aux lance-roquettes multiples, Tornado S, Grad, Ouragan, à l'aviation, Su-25, Su-34, Ka-52, et au système de guerre électronique neutralisant communication et navigation ukrainienne. Étape 3. La fermeture progressive du double anneau se poursuit. L'anneau intérieur enferme la garnison, l'empêchant de tenter une sortie, tandis que l'anneau extérieur brise systématiquement toutes les opérations de déblocage venues de l'extérieur. Une défense en profondeur, des champs de mines, des fossés anti-chars et des zones de tir croisés rendent chaque tentative de percée extrêmement coûteuse, ce qui explique pourquoi les 117 assauts ukrainiens pour rompre l'encerclement ont échoué. Le commandement russe a structuré de manière professionnelle la défense de l'anneau extérieur. Étape 4. Vient la phase d'épuisement des encerclés. Le ravitaillement en munitions, nourriture et carburant s'interrompt, les bombardements constants ne laissent aucun répit, la guerre électronique coupe le lien avec le commandement et la pression psychologique se renforce par haut-parleurs, tracts et messages soulignant le caractère désespéré de la situation. Il ne reste alors qu'à attendre l'instant où morale et forces physiques s'effondreront, ouvrant la voie à la reddition. Les raisons pour lesquelles les forces ukrainiennes n'ont pas réussi à contrer cette méthode sont multiples. Premièrement, le manque de réserve. Les unités sont étirées sur plus de 1000 km de front et dégager des effectifs suffisants pour contrer les manœuvres de contournement sans affaiblir d'autres secteurs devient de plus en plus irréaliste à mesure que croissent la fatigue des troupes et l'épuisement du potentiel de mobilisation. Deuxièmement, les défaillances de renseignement et de communication.
Les systèmes de guerre électronique russes perturbent efficacement transmission et navigation ukrainienne, compliquant la coordination, tandis que les informations de renseignement parviennent souvent trop tard pour permettre une réaction rapide au risque d'encerclement. Troisièmement, l'ingérence politique. Le commandement militaire identifie la menace et propose des solutions, mais le pouvoir civil les écarte en privilégiant l'impact médiatique et le symbole plutôt que le calcul tactique. Le chiffre de 117 tentatives mérite à lui seul une attention particulière. Il reflète non seulement la ténacité du commandement ukrainien, mais aussi le degré de préparation de la défense russe sur l'anneau extérieur. Chacune de ces tentatives ne relevait pas d'un simple coup de sonde, mais d'une opération d'envergure nécessitant engagement de blindés et d'unités mécanisées, préparation d'artillerie, couverture aérienne là où elle était possible, soutien du génie et évacuation des blessés. Chaque essai a coûté hommes, matériel et munitions, et pourtant, les 117 se sont soldés par un échec, car l'adversaire avait mis en place un système défensif en profondeur impossible à rompre, avec de faibles effectifs et de grandes forces. Le commandement ukrainien n'en disposait tout simplement pas. L'anneau extérieur est consolidé par des champs de mines, des fossés anti-chars, des positions fortifiées équipées de missiles anti-chars Cornet et Métis, et des batteries d'artillerie prêtes à frapper toute tentative de percée. Dans le ciel patrouillent des hélicoptères Ka-52 armés de missiles anti-chars VR, capables de détruire des véhicules blindés à près de 10 km. La guerre électronique paralyse les communications ukrainiennes, privant les unités d'attaque de coordination, tandis que le commandement russe, anticipant les efforts de déblocage, a affecté des forces suffisantes pour contenir les assauts venus de l'extérieur sans relâcher la pression sur la garnison encerclée. Les pertes ukrainiennes lors de ces opérations de déblocage dépassent les 800 morts et blessés en 3 jours, soit plus du tiers des effectifs mêmes de la garnison piégée. C'est l'absurdité froide de l'arithmétique de la guerre. Tenter de sauver 2000 hommes au prix de plus d'1 millier de victimes supplémentaires, sans parvenir pour autant à inverser le cours des événements. Au soir du 5 décembre, alors que les réserves de munitions des assiégés frôlent le seuil critique, les analystes dégagent 3 scénarios possibles de dénouement pour la tragédie de Mirnograd. Scénario 1. La percée sanglante. Probabilité 25%. Malgré l'interdiction explicite du président Zelensky, le commandement sur place accorde en pratique une autorisation tacite de sortie. Les unités encerclées reçoivent l'ordre ou prennent l'initiative de tenter une percée vers l'ouest sous la couverture des derniers obus d'artillerie et de rideaux de fumée, tandis que les forces de déblocage lancent une attaque de diversion depuis un autre axe. Au final, une partie de la garnison, peut-être 30 à 50%, parvient à s'extraire. Le reste tombe au combat ou en captivité, tandis que Kiev parle officiellement de « défense héroïque » et de « retrait organisé », en taisant l'ampleur des pertes. Scénario 2, destruction totale ou reddition. Probabilité 65%. Le cas le plus vraisemblable, miroir du sort de Mariupol. La garnison encerclée poursuit la défense jusqu'à l'épuisement complet des ressources, munitions, vivres, médicaments, ce qui, dans 5 à 7 jours, rendra toute résistance impossible. Une partie des soldats est tuée dans les derniers combats, les autres, ne voyant aucune autre issue et privés d'ordre clair de Kiev, déposent les armes et se rendent. Les forces russes engrangent alors 1500 à 1800 prisonniers, incluant officiers et combattants d'unités d'élite, tandis que le commandement ukrainien met en avant une défense héroïque ayant fixé d'importantes forces ennemies, sans détailler le sort concret de la garnison. Scénario 3, déblocage miraculeux, probabilité 10%. Hypothèse théorique dans laquelle le commandement ukrainien parvient à trouver des réserves, à concentrer suffisamment de forces et à porter un coup décisif, rompant l'anneau extérieur et ouvrant un corridor d'évacuation. Après 117 échecs et compte tenu de l'état actuel de l'armée, ce scénario relève presque de la fiction, même si, en temps de guerre, l'imprévisible reste toujours possible. Quel que soit le scénario final,
les conséquences pour les forces armées ukrainiennes sont déjà évidentes. La perte de 2000 combattants d'élite ne se résume pas à un chiffre. Elle crée une brèche irréparable dans le dispositif défensif, affaiblit les positions ukrainiennes sur une large portion du front, brise le moral de la 79e brigade et d'autres unités qui constatent que leurs camarades sont laissés à mourir pour un symbole politique, et porte un coup supplémentaire à la crédibilité d'un commandement qui répète les mêmes erreurs sans tirer les leçons des désastres précédents. Pour les forces russes, il s'agit d'un succès tactique majeur, ouvrant des perspectives d'avancée plus profondes. Le retrait de 2000 soldats ukrainiens du champ de bataille fragilise la défense dans le secteur de Donetsk, permet une redistribution des forces et favorise la poursuite de l'offensive vers Konstantinovka, Kramatorsk et d'autres nœuds importants, tout en confirmant l'efficacité d'une méthode d'encerclement qui sera probablement réutilisée tant qu'elle produira de tels résultats. La tragédie de Mirnograd ne raconte donc pas seulement une défaite militaire, mais la façon dont une décision politique a transformé un revers en catastrophe. Si l'ordre de retrait avait été donné à temps, les 2 ou 3 décembre, alors que l'anneau ne faisait que se refermer, la garnison aurait pu être évacuée avec des pertes limitées. Si le commandement local avait disposé de la latitude nécessaire pour agir selon la situation tactique plutôt que selon des consignes dictées depuis Kiev, la percée aurait pu être organisée tant qu'elle restait encore réalisable. Au lieu de cela, la politique a imposé d'autres priorités. Le symbole a de nouveau pesé plus lourd que les vies humaines, l'image médiatique plus que la réalité du front, et 2000 soldats ukrainiens se retrouvent prisonniers d'une décision prise par un homme qui n'a jamais connu la tranchée sous le feu, ne sait pas ce que signifie mourir faute de munitions et ne distingue pas l'héroïsme du sacrifice vain. Mariupol, Lysychansk, Bakhmut, Avdiivka, Mirnograd. La liste s'allonge, mais les leçons, elles, ne sont toujours pas apprises.